grandes voix, une proposition des archives de la RTS. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Mais justement, celle que vous venez de me poser me gêne un peu. Évidemment, vous me direz, mais vous avez écrit le livre de ma mère, vous n'avez pas craint d'y évoquer votre mère. Oui, bien sûr. Mais à cela, je vous répondrai qu'il y a une grande différence entre écrire un livre, l'écrire dans la solitude, et en parler publiquement lorsqu'on sait que des milliers et des milliers et des milliers d'auditeurs vous écoutent. Les grandes voix donnent la parole à Albert Cohen. Si Albert Cohen est considéré comme un écrivain suisse, nationalité qu'il obtint en 1919, on ne saurait dire qu'il s'inscrit dans la tradition littéraire helvétique. Né à Corfou, de parents juifs ensuite émigrés à Marseille, Albert rejoint Genève en 1914 et y passera toute sa vie, développant son œuvre littéraire en marge de son activité au Bureau international du travail. Ses romans Solal, Mange-Clou, aux personnages picaresques, son récit autobiographique Le livre de ma mère sont salués par la critique, mais n'ont que peu de succès en librairie. Il lui faudra attendre le célèbre Belle du Seigneur pour atteindre une vraie consécration publique. Dans cet échange avec Benjamin Romieux, en juillet 1954, il parle avec une pudeur étonnante de son livre de ma mère, une mère qu'il n'ose guère évoquer au micro alors qu'il admet qu'il a bien écrit ce livre pour qu'il soit lu. Monsieur Albert Cohen, après un silence de 15 ans que nous avons déploré, vous revenez à nous. Et vous revenez à nous pour nous donner un livre admirable. Avec le livre de ma mère, nous avons là un livre émouvant et universellement accordé à notre amour. Je veux dire à l'amour des mères pour leurs enfants. Et après l'avoir lu, je veux sans plus tarder vous dire merci. Je veux vous offrir à mon tour un humble merci d'homme et de fils. Ce livre d'un fils que vous avez écrit avec votre sang, de toute la force ramassée du souvenir, de la tendresse et du regret des jours d'amour, c'est aussi le livre de tous les fils de la terre. Ils viendront se reconnaître dans le miroir que vous leur tendez. Ils chercheront l'image de leur mère à travers l'image de votre mère. Ils écarteront pour vous lire ce voile de larmes toujours prêt à tomber sur leurs yeux. Ils se sentiront frères à chaque page de votre déploration, semblables à vous par le cœur, et vous-même, Albert Cohen, semblable à ce cher homme de poète français, je veux dire Léon-Paul Fargue, qui a dit un jour, évoquant son père, « Je t'aurais donc laissé partir sans rien te rendre de tout ce que tu m'avais mis de toi dans le cœur. » C'est donc un livre que vous avez écrit, puisqu'il est fait de pages et de signes. Mais c'est un livre sans littérature, qui fait oublier tous les romans et qui nous enlève même la volonté d'en lire. Les bonnes âmes diront c'est un témoignage, oui, mais sans la plainte bêlante du témoin. C'est plutôt un grand naufrage de souvenirs et de sentiments, plein d'appels angoissés à un être à jamais disparu. Voilà, Monsieur Albert Cohen, ce que je dis à nos auditeurs, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas de moi, même enfant et fils, qu'on attend des explications, c'est de vous. Et puisque nous avons le plaisir de vous recevoir à Radio Lausanne aujourd'hui pour la première fois, voulez-vous tenter d'évoquer quelques-unes des circonstances qui ont permis à cette œuvre de naître? Quelques-unes des circonstances. Je dois dire que je ne comprends pas très bien votre question. Eh bien, écoutez, je vais être plus explicite. Est-ce le souvenir de Corfou qui est à l'origine de ce livre? Vous êtes né à Corfou, je crois. Oui, je suis né à Corfou. Je crois que Corfou est le plus beau pays du monde. Les forêts d'orangers, les forêts de citronniers, les immenses oliviers argentés, tout au bord de la mer. Et vraiment immenses. Pas comme les petits rabougris poussiéreux de la Côte d'Azur. Des vrais géants. Et puis il y a la mer. Vous savez, la mer là-bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est tellement transparente. C'est un immense cristal, à peine remuant. Et puis il y a une chose extraordinaire, encore plus extraordinaire peut-être, c'est l'odeur de Corfou. La brise marine qui se mêle au jasmin et au chèvrefeuille. Pour moi, voyez-vous, Corfou, c'est
l'île de la douceur de vivre, un antique printemps. Il y a autre chose aussi, il y a le quartier juif où je suis né, qui a un charme extraordinaire. Je revois les petites rues, les linges jaunes, rouges, bleus, verts, tendus sur une ficelle entre les maisons. Ces petites rues qui sont toutes dallées de pierres rondes, ça grouille de tout un petit monde si bruyant, si fraternel. Et vous savez, là-bas, c'est l'Orient, c'est-à-dire que tout se passe dans la rue. Les coiffeurs s'arrasent dans la rue, les tailleurs ça coud dans la rue, ça repasse dans la rue. Les restaurateurs font frire leurs poissons dans la rue. Les cafetiers sont accroupis devant leur petit réchaud de charbon. Et tout ce petit monde rit, bavarde, fraternellement, se dispute, s'insulte horriblement, se réconcilie, s'embrasse. En somme, se promener à Corfou, c'est assister à une pièce de théâtre, sans fin, du matin jusqu'au soir. Oui, je comprends en vous écoutant que vous ayez la nostalgie de cette île si belle. Et je me demande si vous y retournerez un jour, mais surtout ce que je voudrais vous demander, c'est à quel âge vous avez quitté cette île de Corfou? Malheureusement, j'ai quitté Corfou à 5 ans. À 5 ans, mais quand j'avais 5 ans, mes parents sont venus s'installer à Marseille. Et je ne suis retourné à Corfou que lorsque j'avais 13 ans. J'y suis resté une quinzaine de jours, mais ces 15 jours ont été peut-être les plus importants de ma vie. Oui, bien sûr. Parlez-nous de Marseille. Quel fut votre premier souvenir de la ville? Car c'était, en somme, une ville tout à fait nouvelle pour vous. C'était Oui, le commencement d'un exil. Mon premier souvenir, c'était assez piteux. Je me revois débarquant du bateau, accroché à la jupe de ma mère. J'avais 5 ans. Et alors, soudainement, un effroi, une stupéfaction. Je venais d'apercevoir un tram. Une voiture magique qui marchait toute seule. Je me suis rassuré. Je me suis dit, il doit y avoir un petit cheval là-dedans. Petit, mais très vigoureux. Donc c'était charmant. Vous avez fait la connaissance du tramway à cheval, mais vous avez fait la connaissance aussi de l'école, car à Marseille, naturellement, vous avez été à l'école. Bien sûr, je suis allé à l'école. Mon père m'a déposé à Uri, très effrayé, parce que je ne savais pas un mot de français à ce moment-là. Il m'a déposé dans une petite école de sœurs catholiques. Il m'y a déposé là parce que c'était l'école qui était la plus proche de la maison où nous habitions. Et cette petite école des sœurs catholiques, Monsieur Romieux, c'est un de mes plus chers souvenirs. Les bonnes sœurs étaient absolument exquises. Et j'étais paradoxalement, vous comprenez pourquoi je dis paradoxalement, leur préférée. Bien sûr. Je me rappelle par exemple que la mère supérieure caressait parfois mes boucles, parce que j'avais des cheveux en ce temps-là. Et elle caressait mes boucles, oui, et puis elle soupirait. Et je l'entends qui disait, tout en soupirant, « Quel dommage, quel dommage, pauvre petit ». Elle faisait, je suppose, allusion à mes origines. Oui, bien sûr. Qui n'étaient pas catholiques. Et ces bonnes sœurs, comme je vous disais, étaient adorables. Elles ne me grondaient jamais. Elles ne me grondaient même pas lorsqu'elles me surprenaient à faire des truffes au chocolat. Qu'est-ce que c'était que ces truffes au chocolat? C'est une histoire horrible. Je m'étais improvisé fabricant de truffes au chocolat. Alors, le mode de fabrication était très simple. Voyez-vous, je mettais dans ma main 2 barres, si j'étais riche, 3 barres, 4 barres de chocolat meunier. Je le mettais dans la main, je refermais bien la main, et j'attendais que le chocolat fonde. Et alors voilà, au bout de quelques minutes, et les truffes étaient prêtes, elles étaient toutes chaudes, et mes petits camarades venaient les brouter dans ma main.
Ces truffes avaient fait de moi un personnage important à l'école, et un personnage très populaire. Et alors nous avions donné un nom à ces truffes. Nous les appelions, cette horreur, nous l'appelions délices de Monseigneur l'évêque. Oh, elles en avaient l'onction. Avez-vous d'autres souvenirs de cette école? J'en ai beaucoup de souvenirs, mais par exemple, voilà un souvenir. Les leçons de maintien que les bonnes sœurs me donnaient. Par exemple, elles me disaient « Albert, ne balancez pas vos bras dans la rue, comme un mondain, comme un païen. » Oh, ça c'est plus grave. Elle me disait aussi « Albert, dans la rue, n'oubliez jamais, ayez une contenance modeste. » Et alors moi, je les admirais beaucoup, les bonnes sœurs. Et alors justement, parce que je les admirais beaucoup, j'obéissais scrupuleusement et je me revois, pauvre petit bougre. Je me revois marchant dans la rue, les mains dévotement jointes, tout confit, les yeux pieusement baissés. Et le résultat, c'était que tous les passants me bousculaient. Oui, bien sûr. Et certainement, vous avez perdu votre timidité au lycée, car vous êtes allé au lycée. Oui, bien sûr, je suis allé au lycée, au Grand Lycée de Marseille, et c'est justement au lycée de Marseille qu'a commencé la plus solide amitié de ma vie, la plus chère, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, votre amitié avec Marcel Pagnol. Oui. Comment est-ce qu'il était, Marcel Pagnol? Marcel, il était exactement comme maintenant. Il n'a pas changé du tout, il était gai, il était, comment dirais-je, un peu farfelu. Il était toujours à l'affût de s'amuser, de rire, et surtout de faire rire les autres. Et il n'a pas changé depuis. Oui, sans doute. Est-ce que vous avez un souvenir plus précis de Marcel Pagnol, adolescent, élève? Oui, je le revois. À la tête de la cohorte famélique des demi-pensionnaires, on les appelait les demi-penses. Oui. Et ces demi-penses étaient presque tous fils d'instituteurs comme lui. Je crois que les fils d'instituteurs avaient des facilités spéciales, qu'ils étaient admis gratuitement à la demi-pension. Et alors je revois Marcel entrant en classe. Il était toujours terriblement dépeigné. Il était revêtu d'un affreux tablier noir, tout déchiré. Vous savez, ces espèces de tabliers qui sont comme des blouses, ces affreux tabliers noirs des écoliers français. Ah oui, c'est très commun à la France. Oui. J'en connais beaucoup. Et alors, le tablier de Marcel Pagnol était le plus déchiré de la classe. Ce tablier, c'était un désastre. Ce n'était plus un tablier, c'était des lambeaux qui pendaient. C'était un reste de tablier, c'était un symbole de tablier, un idéogramme de tablier. Et, ah oui, il avait une manie. Quand il entrait en classe, il entrait toujours en dribblant. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Oui, il poussait un ballon. Oui, mais le ballon était imaginaire. Ah oui, c'est ça. Oui. Et alors, son petit système, c'était de donner des petits coups avec les pieds en dedans, des petits coups à droite, des petits coups à gauche. C'était une manie comme ça. Et ce qui est curieux, c'est que tout récemment, à Megève, tout d'un coup, il y a 3 ou 4 mois, il a retrouvé ses gestes. Oui, je l'ai vu redribbler. C'est ça, oui. Je pourrais vous parler de tant de choses. Je pourrais vous parler de ces poèmes d'adolescents. Je les sais encore par cœur. Je pourrais vous parler de... Ah oui, vous parlez de sa tentative de fugue. Ah, pourquoi? Il a voulu partir? C'est toute une histoire. N'est-ce pas? À 14 ans, il avait préparé une expédition. Mais une grande. Une expédition vers les îles. Ah oui. Sumatra, Java, Bali, Tahiti. Et alors il avait tout très bien préparé, boussole, lanterne, biscuits de mer, moustiquaires, sacs de couchage, et surtout des provisions de chocolat. Et donc il était parti avec quelques camarades, mais un gendarme avait arrêté l'expédition dans la banlieue de Marseille le lendemain. Il avait le bateau? Et tout était arrangé, il avait même pris les billets du bateau. Oui, c'est beau qu'on retrouve dans cette vie d'adolescent le thème. Mais c'est le thème. C'est Marius. C'est le thème de Marius. Oui. C'est ça. Marius hypnotisé par l'ailleurs. Oui.
Les grandes voies. Je voudrais revenir à votre livre, au livre de ma mère, car il y a dans ce livre 2 thèmes qui sont très émouvants, très forts et très soutenus. Le premier, c'est l'évocation de votre mère, sa description toujours si touchante. Le deuxième thème, c'est l'amour maternel. Cet amour maternel que vous avez connu, exclusif, à nul autre pareil, que vous avez traduit par des mots dont les mots nous restituent toute la grandeur, et dont la grandeur n'apparaît qu'au fils que, hélas, lorsque la mère a disparu. Est-ce que vous pourriez me parler de cela? Cher monsieur Romieux, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Mais justement, celle que vous venez de me poser me gêne un peu. Elle me gêne parce qu'elle touche à un sujet dont vous comprendrez qu'il soit très personnel. Évidemment, vous me direz, mais vous avez écrit le livre de ma mère, vous n'avez pas craint d'y évoquer votre mère. Vous n'avez pas craint de parler de cet amour dont elle vous a encerclé comme un rempart. Oui, bien sûr. Mais à cela, je vous répondrai qu'il y a une grande différence entre écrire un livre, l'écrire dans la solitude, et en parler publiquement lorsqu'on sait que des milliers et des milliers et des milliers d'auditeurs vous écoutent. Vous comprenez, lorsqu'on écrit, on oublie qu'on sera lu. On est seul. On se fait une confidence à soi-même. Tout ce que je peux vous dire de ce livre où je parle de ma mère, c'est que je serais heureux s'il pouvait persuader un antisémite, ou même 2 antisémites, si possible, et que les Juifs sont aussi des êtres humains. J'en suis persuadé. Je crois d'ailleurs que les auditeurs seraient heureux d'entendre 1 ou 2 passages du livre de ma mère. Il me semble qu'en écoutant ces mots jaillis du cœur, se recomposera devant eux le visage même de celle qu'ils ont aimée ou qu'ils aiment. Je voudrais lire, par exemple, ce passage, si vous le permettez. Je venais de Genève passer une partie de mes vacances à Marseille, chez mes parents. Ma mère était heureuse de ce que son fils, qui avait, pensait-elle, avec beaucoup d'exagération, une si noble situation chez les gentils, accepta de bon cœur d'aller chaque sabbat à la synagogue de Marseille. Je l'entends qui me parle. « Dis-moi, mon fils, à Genève, montes-tu aussi à la maison de l'Éternel? Tu devrais, je t'assure. Notre Dieu est très grand, tu sais, c'est un Dieu saint, c'est le vrai Dieu, il nous a sauvés du Pharaon, c'est un fait connu, et la Bible le dit. Écoute, mon fils, même si tu ne crois pas en notre Dieu, à cause de tous ces savants, maudits soient-ils, eux et leurs chiffres, va tout de même un peu à la synagogue, supplia-t-elle gentiment. Fais-le pour moi. Au fond, en ma participation même athée aux cérémonies religieuses, elle voyait surtout une assurance contre les bronchites dont j'étais atteint chaque hiver. Et dis-moi, à mes yeux, cette situation que tu as en ce bureau international du travail, comment s'appelle-t-elle, cette situation? Attachée à la division diplomatique, répondis-je. Elle rayonna. Par conséquent, les douaniers ne peuvent rien contre toi, je suppose. Tu passes et ils s'inclinent. Quelle merveille du monde! Dieu soit loué qui m'a donné de vivre jusqu'en ce jour. Et maintenant, mon fils, écoute ma parole, car les vieilles femmes sont de bons conseils. En cette division de la diplomatie, tu as un chef, je pense. Eh bien, s'il te dit quelquefois un mot de trop, ne te mets pas en colère. Supporte un peu. Parce que si tu lui réponds mal, la bile lui monte à la cervelle et il te hait. Dieu sait quelle langue de vipère il a et quel poignard il prépare pour ton dos. Que veux-tu? Nous devons supporter, nous autres. Il te va bien, ce chapeau. Et comme je souriais, elle ajouta en soupirant. Ah, comment pourraient-elles, les malheureuses, résister à ce sourire? Partiale, elle me scrutait tendrement, imaginait ma vie passionnelle, craignait pour moi des coups de revolver de ces filles des gentilles si belles et instruites, mais jalouses et hardies, et qui avaient la manie, emportées par leur passion, de vous tuer un fils en quelques secondes pour un oui ou pour un non. Redoutables, ces filles de Baal, qui ne craignaient pas, on lui avait affirmé, de se mettre nues devant un homme qui n'était pas leur mari. Oh,
toute nue et fumant une cigarette, de vraie lionne. Dis-moi, mon enfant, ne penses-tu pas que ce serait une bonne chose que tu ailles faire une petite visite au grand rabbin? Il connaît de bonnes jeunes filles paisibles, bonnes maîtresses de maison, cela ne t'engage à rien. Tu les vois, si elles ne te plaisent pas, tu remets ton chapeau et tu t'en vas. Mais qui sait, peut-être que Dieu t'en a destiné une. Il n'est pas bon, tu sais, que l'homme vive seul. Je voudrais mourir tranquille, savoir que tu as une vertueuse personne auprès de toi. Devant mon silence, elle soupira, tâcha de repousser l'image d'un revolver brusquement surgi du sac à main d'une lionne à demi nue. Elle s'en remit à l'Éternel, au puissant Jacob, qui avait tiré le prophète Daniel de la fosse aux lions. Il me sauverait bien des lionnes. Mais, cher Albert Cohen, je voudrais revenir à vous. À vous lire, nous apprenons que vous avez quitté Marseille à l'âge de 18 ans pour vous rendre à Genève, où vous avez fait donc vos études universitaires. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi Genève et non pas, par exemple, Aix ou Marseille? Cher monsieur Romieux, la raison est bien simple. La raison, je peux bien le dire maintenant, il y a 30 ans de cela. La raison est que, à Divonne-les-Bains, où j'étais allé pour une cure, eh bien oui, j'avais fait la connaissance d'une belle jeune fille. Ah ah. Et cette très belle jeune fille habitait justement à Genève. Voilà. Et donc, quelques mois plus tard, je me suis inscrit à l'université de Genève. Et je garde un souvenir particulièrement bon, un souvenir ému et reconnaissant de Paul Moriot, qui était professeur à la faculté de droit. Je me rappelle qu'au sortir des cours, je l'accompagnais jusque chez lui. Il me parlait de la Suisse, des institutions suisses. Je l'écoutais. J'aimais ce qu'il me disait. Et alors, peu à peu, le désir m'est venu de m'intégrer à ce pays. Et, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, je suis citoyen suisse, par naturalisation, depuis un peu plus de 30 ans. Oui, je sais que vous êtes citoyen arcovien, mais vous avez occupé des fonctions à Genève dans des organismes internationaux. Oui, j'ai été fonctionnaire dans diverses organisations internationales, au BIT avant la guerre, et diverses institutions spécialisées des Nations Unies après la guerre. Voyez-vous, de tempérament, je ne crois pas être très fonctionnaire, mais je crois que le choix d'un second métier est utile, je dirais même plus, est indispensable pour l'écrivain qui ne veut pas être obligé de vivre de sa plume avec tous les inconvénients très grands et qui peuvent en résulter pour son œuvre. C'est également l'opinion de Giono. J'avais d'ailleurs omis de rappeler votre nationalité suisse. Eh bien, dois-je vous dire que nous sommes très fiers de vous compter parmi nos écrivains. Je disais de ce livre au début de notre entretien qu'il était un livre sans littérature, le témoignage du fils, mais le témoignage aussi de tous les fils. Permettez-moi d'y retourner en conclusion de notre entretien et de lire 2 pages qui sont particulièrement évocatrices car elles rassemblent avec tendresse tous les sentiments que nous portons en nous et que nous autres ne savons pas exprimer. Louange à vous, mère de tous les pays, louange à vous en votre sœur, ma mère, en la majesté de ma mère morte. Mère de toute la terre, nos dames les mères, je vous salue, vieille chérie, vous qui nous avez appris à faire les nœuds des lacets de nos souliers, qui nous avez appris à nous moucher, oui, qui nous avez montré qu'il faut souffler dans le mouchoir et y faire feu, comme vous nous disiez. Vous, mère de tous les pays, vous qui patiemment enfourniez, cuillère après cuillère, la semoule que nous, bébés, faisions tant de chichi pour accepter. Vous qui, pour nous encourager à avaler des pruneaux cuits, nous expliquiez que les pruneaux sont de petits nègres qui veulent rentrer dans leur maison, et alors le petit crétin, ravi et soudain poète, ouvrait la porte de la maison.
Vous qui nous avez appris à nous gargariser, et qui faisiez re pour nous encourager et nous montrer, vous qui étiez sans cesse à arranger nos mèches bouclées et nos cravates pour que nous fussions jolis avant l'arrivée des visites ou avant notre départ pour l'école. Vous qui sans cesse harnachiez et pomponniez vos vilains nigauds petits poneys de fils dont vous étiez les bouleversantes propriétaires. Vous qui nettoyez tout de nous, et nos sales genoux terreux ou écorchés, et nos sales petits nez de marmot morveux, vous qui n'aviez aucun dégoût de nous, vous toujours si faible avec nous, indulgente, qui plus tard vous laissiez si facilement bobiner et refaire par vos fils adolescents, et leur donniez toutes vos économies. Ah, je vous salue, majesté de nos mères. Je vous salue, mère pleine de grâce, sainte sentinelle, courage et bonté, chaleur et regard d'amour, vous aux yeux qui devinent, vous qui savez tout de suite si les méchants nous ont fait de la peine, vous, seuls humains en qui nous puissions avoir confiance et qui jamais, jamais ne nous trahirez, je vous salue, mère, qui pensez à nous sans cesse et jusque dans vos sommeils, mère qui pardonnez toujours et caressez nos fronts de vos mains flétries, mère qui nous attendez, mère qui êtes toujours à la fenêtre pour nous regarder partir, mère qui nous trouvez incomparables et uniques, mère qui ne vous lassez jamais de nous servir et de nous couvrir et de nous border au lit, même si nous avons 40 ans, qui ne nous aimez pas moins si nous sommes laids, ratés, avilis, faibles ou lâches, mère qui parfois me faites croire en Dieu. C'était Les Grandes Voix, un podcast des archives de la RTS, préparé et réalisé par Blaise Dupaquier et Jean-Philippe Sfalen, avec dans cette édition Albert Cohen.